Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanité. Je suis Benjamin Lotin et j'ai la grande joie d'être aujourd'hui en la compagnie de Julien Chebel, accompagnateur de séjour ressourcement ainsi que formateur et praticien pneumacor. Bonjour Julien. Bonjour Benjamin, ravi d'évoluer ensemble ce soir, enfin aujourd'hui. Merci d'être avec moi aujourd'hui, d'avoir accepté mon invitation. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui t'a amené sur cette voie et nous parler un peu plus de pneumacor et de tous tes services que tu proposes? Oui, je dirais que c'est ma quête de sens qui m'anime depuis tout petit, puisque je sentais les peaux de bébé à travers le verre pour savoir si c'était bon pour moi de le manger. Bon, en même temps, j'ai pas eu beaucoup de peaux de bébé parce que j'ai eu la chance d'avoir une construction, une éducation très proche de la nature avec une alimentation saine et savoureuse et une maman naturopathe avant-gardiste. Et très vite, c'est ce chemin vers l'intérieur et à travers l'essence qui m'anime. Alors pour parler un peu plus de pneumacor, de cette pratique, est-ce que tu pourrais nous en parler? En quoi ça consiste? Alors déjà à l'origine on va prendre pneuma, le souffle en grec, pneuma dans le corps tout simplement. Donc réintégrer ce souffle originel dans le corps avec retrouver ce niveau zéro tension dans le corps. Et à l'heure actuelle, on se rend compte, je me rends compte qu'on parle de la respiration à travers ou l'apnée ou la physiologie du trajet du souffle dans le corps, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour se donner du souffle? Je me rends compte qu'on devient vraiment des consommateurs de souffle qui peuvent faire du bien à court terme, voire à moyen terme. Donc d'utiliser ce souffle, que ce soit pour du sport, pour du chant, toutes sortes d'activités quotidiennes. Et nous, l'approche pneumacor va mettre l'accent un peu particulier sur qu'est-ce qu'on fait pour se redonner du souffle. Ce souffle libre, on entend beaucoup de techniques de respiration, mais concrètement, qu'est-ce qu'un souffle libre? Comment ça se passe dans le corps? Comment on peut le vivre? Et comment on peut rendre conscient un petit peu les personnes de leur schéma de tension? En fait, c'est des schémas de tension qui viennent se loger au niveau du corps et à la longue, qui devient une habitude, une raison d'être. Donc il est difficile de relâcher, et par des exercices de libération du corps, eh bien, on permet à ce souffle originel de renaître en soi et d'avoir un corps plus libre et puis d'être inspiré dans notre quotidien. Et donc le souffle, il a un lien avec tous les muscles dans notre corps, c'est-à-dire que c'est lui qui mobilise différents muscles, et donc il a aussi un impact sur notre posture qu'on a au quotidien et notre démarche. Exact, on sent que vous êtes connaisseur, que vous avez peut-être pratiqué. Effectivement, le déroulé d'une séance, ça va être déjà d'observer la posture de la personne, puisqu'on parle on parle de la personne, de l'être comme point de départ. Donc on est issu de notre posture, notre manière de marcher impacte directement aussi sur notre corps. La façon de déposer nos pieds au sol, la façon de bouger son bassin, voilà autant de critères d'observation, de lecture du corps, donc que ce soit par la posture assise, qui revient beaucoup à notre époque, et puis la façon de marcher. Donc effectivement, de rendre compte un peu de notre façon d'être assis sur une chaise, de nos points d'ouverture ou nos points de fermeture dans le corps. Et effectivement, au début de séance aussi, de voir la marche,
comment la personne marche et quels pas peut-elle faire pour se libérer et de voir en tous les cas le début d'une séance, d'avoir un reflet, un état des lieux en début de séance et puis le chemin après une petite séance d'une heure, de voir qu'est-ce que ça peut modifier sur sa posture, sur la voix aussi, qui est une part intime de notre être et qui est en reliance directe avec ce souffle, cette respiration. Et voilà, donc faire l'expérience de se rendre conscient, de prendre comme point de départ la personne où elle en est et lui permettre de cheminer vers on va dire une posture plus physiologique et une marche plus déliée et avoir le chemin pour pouvoir se poursuivre toute seule par des petits automassages, des petites mains. Voilà, on pourra parler peut-être des niveaux de tension dans le corps, comment ça se situe. Est-ce que tu vas approfondir justement ces niveaux de tension? Comment ça se met en place tout ça? Alors effectivement, la première zone de tension, et c'est nouveau pour personne, ça va être la nuque. Souvent c'est là le point sensible du corps. Donc première zone de tension, la nuque. Et on va dire que pour que le corps reste en équilibre, il va faire tout un schéma de compensation pour rester droit ou pour rester en équilibre. Donc par réaction, on va souvent serrer les mollets, donc ça peut être une zone de tension en réaction pour éviter de tomber en arrière, ou voilà, une réaction de protection. Et après, ça va aller se loger dans tout le corps, donc de la nuque. On parle beaucoup de la mâchoire à l'heure actuelle. On est beaucoup tendu de la mâchoire. Enfin, c'est toute la même bande en fait qui part de la nuque, qui arrive à la mâchoire, et l'occiput qui rejoint aussi tout ce qu'on appelle la bande bucco-cervicale, avec les yeux, le regard, où on a beaucoup de tensions qui sont accentuées aussi par l'utilisation des écrans, effectivement. Et puis voilà, c'est une tension globale du corps. On va dire que les niveaux de tension a tendance à monter sur la partie haute du corps. Puis en fait elle peut aller se loger au fur et à mesure de notre vie jusqu'au bout des mains, jusqu'au bout des doigts, où il y a beaucoup de tension dans les mains. Et voilà, on pourrait faire le rapprochement. Nous sommes poings et liés avec la mâchoire d'une certaine manière. C'est une même bande, tout le haut du corps. Donc voilà, plein d'observations, de voir où se situe nos niveaux de tension, que ce soit à la marche, dans notre posture, et voilà, délier un petit peu, rendre conscient déjà, et puis permettre une première détente pour libérer ce souffle, et poursuivre après individuellement pour redonner une autonomie. Et c'est vraiment cette autonomie qui me tient à cœur aujourd'hui, cette approche un peu novatrice, et en même temps qu'il y a déjà quelques années, pour expliquer le parcours, d'où ça vient. Et voilà, je dirais ce côté novateur de se réapproprier son corps et de pouvoir se libérer et cheminer sereinement de tout seul, et retrouver un être le plus global possible, et surtout en ayant un peu moins de tension. Parce qu'en fait on est tellement habitué à respirer, c'est quelque chose de tellement autonome et de tellement inconscient souvent qu'on peut avoir des blocages qui sont présents mais qu'on a oublié qu'ils étaient là puisqu'on vit avec depuis si longtemps. Donc c'est des choses aussi un peu enfouies en nous qu'on vient ressortir par cette forme de thérapie aussi là. Oui, vous avez entièrement raison, Benjamin. Tu as entièrement raison. Effectivement, c'est aussi ce qu'on propose, de faire des petits pas sur ce chemin, parce qu'effectivement, à la longue, nos tensions font partie de nous, deviennent notre identité. Alors, et il y a aussi le degré de conscience qui entre en jeu. Et notre identité, c'est quelque chose qu'on nous tient à cœur, et même des tensions dont on a envie de se libérer, mais faisant partie de nous, c'est complexe de laisser partir une partie de notre identité. Donc voilà, c'est des petits pas pour rendre conscient, et puis pour
un changement, on voit que c'est long et ça demande beaucoup de patience. Donc déjà de le vivre dans le corps, c'est vraiment une première étape, je dirais, essentielle. Et après de ramener à la conscience par les mots, par un accompagnement bienveillant, une mise en lumière du corps, de ce qu'on observe et des réactions du corps, parce que c'est le corps au final qui décide, et on voit quand est-ce que le corps dit non ou envie de continuer, et c'est là où on peut permettre à la personne de dire est-ce que voilà, je sens que le corps, une partie de vous dit non, est-ce que vous êtes prêt à ouvrir un autre champ des possibles pour changer nos habitudes, qui encore une fois, du souffle ou une thérapie sans changer nos habitudes, et c'est un peu ça finit par se retourner contre nous d'une certaine manière. Tu parlais tout à l'heure des différents types de respiration dont on entend beaucoup parler de plus en plus. Comment est-ce qu'on peut avoir un regard nouveau sur le souffle et essayer de mieux comprendre les principes et après savoir mieux utiliser ces outils dont on parle de plus en plus, que ce soit la cohérence cardiaque, la respiration carrée. On parle de beaucoup de choses en termes de respiration, mais c'est vrai qu'on ne pense pas au principe lui-même. Comment est-ce qu'on peut se recentrer sur soi et approfondir ce sujet? Effectivement, moi j'aime à dire que la respiration, c'est notre meilleur baromètre dans le corps. C'est un outil fantastique de retour à soi. On sent cette puissance. Tout le monde en parle, d'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Qu'est-ce qu'une respiration libre ? Peut-être on peut parler, dissocier l'utilisation du souffle de toutes ces techniques qui sont millénaires, remarquables, qu'on adapte, qu'on va chercher en Orient, un peu de partout, et qui ont un sens dans notre vie, et la respiration libre et naturelle. Voilà, peut-être dissocier ça. Donc une respiration libre et naturelle, il n'y a pas à opposer le haut, le bas, le thorax, le ventre. Eh bien, c'est tout le tronc qui se soulève du pubis jusqu'aux clavicules, que ce soit devant, sur les côtés. D'ailleurs, essentiel, c'est l'ouverture des côtes qui va permettre au diaphragme de faire son travail maximal. Donc, c'est l'ouverture des côtes est essentielle dans la respiration, c'est même pas dans l'approche, dans la respiration générale. Et le dos, on a tendance à l'oublier, ce dos qui respire aussi. Donc effectivement, ça me fait sourire d'entendre et de voir les spécialistes de la respiration nous parler d'apnée, très bien, l'utilisation du souffle, la cohérence cardiaque, magnifique, mais est-ce que le corps est accordé ? Est-ce qu'il est accordé ? Est-ce qu'il est prêt à recevoir cette technique extraordinaire, encore une fois, que j'utilise aussi, mais une fois que le souffle est là et disponible. Voilà, comprenez que c'est pas parce qu'on l'utilise qu'on le développe de manière optimale. Donc c'est un peu ça que j'ai vraiment à cœur de colporter, parce que la respiration par le ventre, déjà réalisons, est-ce qu'il y a les poumons dans le ventre ? Quelle est l'utilité ? Alors oui, l'utilité du ventre pour calmer les émotions, pour obtenir des états modifiés de conscience extraordinaires. Mais pour une respiration libre, en sachant que les poumons sont en haut, ça me semble un non-sens. Donc respirons avec le tronc. Respirons dans l'ensemble et pas... C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de la respiration abdominale dont tu parles et qu'il faudrait respirer comme ça tout le temps, mais en fait, ce serait plutôt un outil qu'on utilise et non une respiration qu'on a à avoir tout le temps, quoi. Une respiration qui engage tout le tronc à la fois. Voilà, et exactement, respiration par le ventre, je peux oser dire qu'on est en train de s'étouffer encore plus en pratiquant cette respiration-là. Alors ça va faire hurler certaines personnes, je ne suis pas contre, encore une fois, je ne dis ce n'est pas la respiration naturelle. Donc je me rends compte qu'il faut remettre un petit peu du bon ordre dans cette utilisation, dans la respiration physiologique, et les gens sont perdus, ils savent plus de respirer, ils se plaignent qu'ils respirent qu'en haut, qu'en bas, ils cherchent, en fait, je sais le sens de la respiration par le ventre, on parle de la respiration du bébé.
Oui, mais nous sommes plus des bébés. Nous avons grandi. Je rigole en disant ça. Mais oui, le bébé ne peut pas faire autrement à son âge de respirer par le ventre. D'ailleurs, c'est une étape importante et essentielle pour lui à ce moment-là. Mais il n'a pas toutes ses côtes de formée, donc il ne peut pas faire autrement. Donc de vouloir respirer comme un bébé, voilà, ça me fait sourire. Et c'est bien je pense, de diffuser un peu autrement, parce que là, je fatigue beaucoup d'entendre cette utilisation par le ventre de manière systématique. En fait, ça devient le diktat ou la panacée. Et non, la panacée, c'est une respiration libre et globale. Et il n'y a pas un petit gendarme qui dit tu vas dans le ventre, puis en haut, puis en bas. Non, quand le corps est libre, une nouvelle fois, par contre, elle est entravée par nos tensions. Ça, c'est une évidence. Et qu'on ne peut pas que la fabriquer et que c'est par la détente qu'on arrive à obtenir cette libération libre. Et il en faut, c'est très vite, en une séance, on accède à ce chemin-là et à goûter cette respiration libre. Revenons à la base physiologique et respirons avant de l'utiliser. C'est vrai que dans nos modes de vie, très tournés vers l'activité physique, etc., on peut être c'est-à-dire on peut avoir le souffle un peu à crédit, c'est-à-dire qu'on peut manquer de souffle. Comme tu le disais, on est amené à vraiment dépenser notre énergie, notre souffle, etc. Mais dans certains cas, c'est intéressant de se repencher sur nous-mêmes et de réussir à garder aussi ce souffle-là en nous et le sentir pleinement présent. Et effectivement, cette présence à ce souffle qui va nous inspirer nos actions qui en découleront, c'est assez extraordinaire. Être inspiré, on reprend plein de dictons populaires, on a tout autour de nous. Et effectivement, moi je me rends compte, la dernière fois j'ai reçu quelqu'un, un grand sportif, un trailer, qui venait plus pour des problèmes de dos. De toute façon, le corps, il y a plusieurs portes d'accès, et qui sentait, pour lui, n'avait pas de problème de respiration. Et il s'est rendu compte que quand il a goûté à la respiration libre, que finalement il était limité, étriqué dans son corps. C'est comme si les gens vivaient sous corset. On est encore au 19e siècle. On évolue lentement. Qu'en penses-tu ? En fait, quand on goûte à la respiration libre, on sent comment essayer d'exprimer à quoi ça ressemble une respiration libre. C'est une respiration où on sent une harmonie entre nos différents points où on va dire où on respire, ou les points qui se gonflent, mais on sent un allègement des tensions et une respiration plus pleine et paisible. Comment est-ce que tu décrirais cet état de respiration libre ? C'est un état de quiétude, déjà un état d'être, c'est notre niveau zéro, c'est notre maison. J'ai envie de dire, le travail du souffle, c'est relier le Sacré-Cœur. Il n'est pas simplement à Paris, il est en chacun d'entre nous. Donc c'est habiter cette zone du bassin, toute cette zone, cette assise, ce sacré, et qu'on relie au cœur. En fait, c'est le travail de relier la tête, le cœur et le corps. Et voire plus selon les croyances, mais voilà, c'est une unité. Une unité, c'est une colonne vertébrale, c'est notre colonne vertébrale qui va nous permettre de faire des actions le plus posées, le plus adéquat de pour notre être. C'est se poser et laisser émerger. Une fois qu'il est libre, il est fait effectivement pour être utilisé. Donc c'est cet état zone zéro tension. Attention, il nous en faut. Attention, ça fait beaucoup de tension. Je ne sais pas si vous êtes attentif. Et voilà, donc toucher cette juste tension, en fait on est en surplus de tension, et ce qui amène une quiétude, une unité de l'être, qui va nous inspirer dans nos actions, qui va nous clarifier nos pensées. Oui, on peut se libérer de nos émotions aussi, se rencontrer de l'intérieur et donner une forme extérieure, la marche, la voix, qui est le résultat en fait d'un corps plus libre. On le sent tout de suite, on se pose assis, on n'a plus la même assise, plus la même perception de se mouvoir dans le monde,
comme tu as observé tout à l'heure pendant la séance, tu sentais pas ton bassin, ben voilà, tu habites ton bassin, tu redonnes vie à ton bassin. Peut-être tu peux éclairer ce que tu as expérimenté aussi, illustrer lors de ta séance. Alors c'est vrai que lors d'une séance, en fait, on fait quelques pas de marche et puis on observe un petit peu comment est-ce qu'on marche de manière habituelle, inconsciente. Et puis lorsqu'on passe sur la table de massage et puis qu'on fait quelques exercices et tout ce que tu pourras détailler, eh bien, quand on ressort de là, c'est vrai que on sent que par certains points, une relaxation qu'on atteint, il y a certains points qui en nous se libèrent et des points de tension où on sent qu'on arrive après coup à mieux inspirer, à sentir un souffle plus long en nous, beaucoup plus paisible, et il y a des tensions qui ressortent. On sent qu'il y a aussi des émotions qui peuvent refaire surface, et c'est tout un ensemble en fait qui se transforme à l'intérieur du corps. Et puis en même temps, lorsqu'on à la fin de la séance, lorsqu'à nouveau on se remet à marcher et qu'on regarde, on se rend compte que beaucoup de choses en nous ont bougé, que notre démarche, notre façon de marcher est différente, et on découvre à nouveau des zones de notre corps qui pouvaient nous sembler bloquées, qui semblent avoir beaucoup plus de mobilité maintenant. Donc c'est tout un ensemble, ça dépend, j'imagine, de chacun aussi, ça dépend de chaque personne qui doit le vivre aussi, de son état de base. Oui, le souffle libre, après chacun, une fois on libère le surplus de tension, et le corps, là, c'est quelque chose qu'on maîtrise plus, entre guillemets. C'est le corps prend ce dont il a besoin. Si c'est bloqué au niveau du bassin, ça délie le bassin. Si c'est bloqué dans le dos, voilà. En fait, globalement, l'approche, pour être un peu plus concret, le surplus de tension nous fait monter notre niveau du centre du corps, au lieu d'être plus dans le bassin, ce que tout le monde appelle les traditions, le hara, le koshi, le chi. Enfin, le chi, c'est l'énergie, c'est encore un peu différent. Mais toute cette zone du bassin dont on parle, dont on sent une importance vitale, c'est le centre vital, dirait Durkheim. Il est, au lieu d'être dans le bassin, il est dans les épaules, dans la mâchoire, dans les yeux. Voilà, donc c'est ce surplus-là qui nous empêche qui nous coupe de notre bassin, de notre être, de notre sacré. Et par ces exercices-là, permettent de réhabiliter le bassin. Et une fois qu'on est à la maison, on se relie aux autres par le cœur, par le sternum, cette zone du cœur, sternum. Voilà, donc c'est vraiment ce travail de lien à soi et par résonance aux autres, parce que c'est assez fascinant. Tu as un peu vécu côté résonance de quelqu'un qui se libère, un impact sur beaucoup de monde autour, et quelqu'un qui est tendu a beaucoup d'impact. Chacun l'a vécu dans sa vie. Quelqu'un qui arrive très stressé dans une pièce, par résonance il va en stresser beaucoup, et soyons des des distillateurs de tension juste, parce qu'il nous en faut, pour colporter un monde sans surplus de tension, un monde plus libre, plus créatif. Et donc, toutes ces choses qu'on peut expérimenter, elles peuvent aussi avoir un impact sur notre voix. Est-ce que tu pourras approfondir aussi ce côté-là de la voix, en quoi notre voix à nous qu'on entend maintenant, elle est importante, et comment est-ce qu'on peut effectuer des ajustements, explorer, aller plus loin sur ce sujet? La voix est notre partie la plus intime de l'être. Beaucoup de gens ont été cassés, ont été brisés à un moment donné. Tu chantes faux, ou j'aime pas ta voix, ou tu parles trop fort. Enfin, que plein de raisons pour couper l'aile aux gens. Et la voix, donc, c'est une partie très très intime, et on le voit directement. En fait, tu l'as même vécu en séance. Que ce soit déjà rien que sur la voix lue, le fait de se poser, on est posé, et du coup notre voix est posée, et la personne du coup qui nous écoute peut être
ça lui permet de se poser. C'est ce côté résonance quand on le fait en groupe. On fait lire une personne avant un exercice devant un groupe, où elle a du mal à se comprendre, elle veut bien faire. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Elle va lire vite, elle va perdre le souffle, perdre le fil de ce qu'elle dit. Et les autres, par résonance, vont se perdre aussi en chemin. Et après un passage, le fait qu'elle lise de manière plus posée, déjà elle s'écoute, elle se comprend. Et les autres, par résonance, sont plus posés et la comprennent mieux et ont envie de l'écouter. Donc plutôt que de forcer la voix quand on est les uns avec les autres, plutôt apprendre à se poser, apprendre à se masser un petit peu les mains, apprendre à faire une petite flexion de nuque, autant de petits exercices tout simples qui permettent de nous réaccorder et de rebaisser un peu le niveau qui a tendance à monter. Donc ça va être après on peut l'associer avec un travail qui revient un peu à la psychophonie. Donc ça va être sur la voyelle A, qui est la voyelle du souffle. Et bien tout être humain se retrouverait et serait capable d'émettre 3 octaves sur la voyelle A, qui correspond plus ou moins, si on redresse notre colonne vertébrale, à toute la colonne vertébrale, 22, 23 vertèbres, 24 notes sur le clavier. Donc c'est comme si on mettait le piano, que le piano représentait notre colonne vertébrale, et en fonction et retrouver un corps libre à son potentiel sur la voyelle A. Encore une fois, c'est la préparation au chant, c'est pas du chant, c'est vraiment la préparation au chant, la préparation pour donner du souffle. Le travail du A, qui est la voyelle la plus difficile, les comédiens, les acteurs le savent. Et voilà, donc c'est retrouver notre base, 3 octaves sur la voyelle A, plus ou moins grave ou aiguë chez les femmes ou les hommes. Mais ça serait un peu notre souffle commun, notre point de convergence, ces 3 octaves, ce souffle libre qui nous unit, ce souffle universel, on pourrait appeler ça. C'est vrai que c'est des choses qui peuvent paraître évidentes, mais qu'on oublie, le fait que lorsque quelqu'un en face de nous est très tendu, nous aussi on ressent de la tension à l'intérieur, et dès le moment où on crée un apaisement justement par cette respiration libre, etc., on peut aussi sentir la pleine détente lorsque l'autre se détend en face de nous, et c'est assez incroyable de se dire qu'en fait on est tous reliés par plein de phénomènes différents qu'on peut interpréter comme on veut, mais on est tous reliés, en tout cas par notre respiration, c'est certain. Et exactement, c'est cette reliance par le souffle. Et donc en fait c'est un outil qui est toujours un outil, nos poumons sont toujours là avec nous, on respire en permanence, donc ça a aussi un lien une voie pour revenir à l'instant présent, le souffle. Ouais, c'est assez extraordinaire, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un baromètre qu'on peut utiliser. Autant la perception du corps, c'est pas forcément évident de s'y fier, mais la respiration, tiens, je suis dans telle posture, comment je me sens, est-ce qu'elle est libre, est-ce qu'elle est entravée, tiens, je me modifie, quel impact ça a eu. Voilà, donc déjà des petits outils pour se rendre autonome, déjà c'est une étape. Et donc être plus en conscience, ça fonctionne aussi avec la marche. Est-ce que tu pourrais approfondir aussi ce sujet-là, parce que tu es aussi encadrant de randonnée? Oui, accompagnateur moyenne montagne. Effectivement, on se rend compte que ce souffle, cette respiration, une fois qu'elle est libre, dans le corps, ça délie le corps. Donc l'importance pour moi de la marche, et après d'utiliser justement ce souffle libre pour se connecter à notre être et être en lien avec la nature. Pour moi, c'est un cadeau, c'est une thérapie en soi, juste de marcher. De nombreuses personnes ont fait des grands témoignages ou des grands pèlerinages et se sont rencontrés, découverts. C'est un voyage magnifique. Donc, si en plus on l'associe sur un souffle libre, l'impact et l'intégration, beaucoup de travail corporel, l'approche pneumacor, on propose de l'intégrer dans le corps en mouvement, donc à la marche. Puis après, on pourra aller plus dans le mouvement dansé, mais c'est encore autre chose. Et la marche et cette reliance à la nature,
c'est juste extraordinaire de sentir son corps marcher tout seul, qui a plus besoin d'aucun effort. Cela marche en nous d'une certaine manière. Une fois que c'est libre, il n'y a plus rien à faire. Et l'intégrer dans notre être et dans le milieu naturel et d'être plus sensible, en fait, c'est vraiment l'éveil des sens de manière optimale. Effectivement, la respiration est un outil extraordinaire pour revenir au moment présent, dont tu évoquais tout à l'heure. Mais la marche, chaque pas, chacun trouve sa forme de méditation, de se retrouver. On parle beaucoup de méditation qui est très 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 à la mode, et tant mieux, mais il existe plein de formes de méditation. Chacun c'est pas forcément être assis 20 minutes, 25 minutes, une demi-heure. Une marche est une méditation. Voilà, c'est cette connexion, cette reliance à ce souffle qui est importante. Et effectivement, et si en plus on le libère avant, toutes les approches en seront décuplées et on n'aura plus besoin de forcer la posture, plus besoin de forcer la marche. C'est ce qui est assez fascinant. Et souvent, mon ancienne compagne, prof de yoga, elle parlait de Pneumacor en disant que c'était l'essence du yoga. Donc voilà, je ne l'ai pas inventé, donc c'est ce souffle qui vient avant de l'utiliser, que ce soit du yoga ou toutes sortes d'activités. Là, je prends le yoga, je suis absolument pas contre le yoga, je dis juste que ça fait du bien, le yoga, mais sur des corps surtendus, ça leur fait du bien, mais peut-être qu'avec une respiration encore plus libre, on se rend compte de certaines limites de juste un exercice physique sur des corps surtendus, à bout de souffle, encore une fois, puisque c'est aussi, à force d'observer les corps, que ce soit à la marche, assis, eh bien, on se rend compte que le corps, il est enfermé, il est sclérosé. Et tous les corps ne sont pas prêts à faire du sport, de l'exercice, puisqu'il est à bout de souffle. Et on est une société à bout de souffle. D'ailleurs, si on peut faire le parallèle qui m'amuse, si on peut dire, vaut mieux le prendre comme ça. Mais voilà, ça fait plusieurs années que le Québécois là, qui m'a initié me dit attention, les corps sont à bout de souffle. Et voilà, donc les gens sont déjà en apnée du jour, petite apnée, consciente, pas consciente, apnée de la nuit. Et puis voilà, maintenant, c'est l'apnée. Qu'est-ce qu'on leur conseille ? C'est pour travailler la respiration, c'est de travailler l'apnée. Bon, je pense qu'ils ont besoin plutôt de respirer que d'être en apnée. Mais ça c'est un vaste sujet, on peut être d'accord, pas d'accord. C'est juste que je dis que voilà, c'est un bel outil, l'apnée, mais voilà, certains corps sont pas forcément prêts. Et donc se mettre en chemin, donc par la marche par exemple, et puis peut-être déjà pour ceux qui nous écoutent, ceux qui veulent expérimenter de marcher en pleine conscience, en se synchronisant avec sa respiration, c'est un peu tiré de la marche afghane, ça peut être déjà intéressant comme premier pas à effectuer pour être plus conscient de son souffle, de sa marche et de sa démarche. Alors oui et non. Il y a toujours deux facettes dans tout ce qu'on dit, c'est amusant, donc c'est pour ça que arrêtons de se battre, il n'y a aucune vérité, il y a toujours deux façades dans tout ce qu'on énonce. Alors oui, je vais démarrer par le non d'abord. Non, parce que si le corps est surtendu, c'est encore une contrainte de rajouter une technique de respiration. Si le corps est prêt, oui, super, allons-y. C'est encore une fois, ce que je préconise, c'est d'abord de le libérer, ce souffle. Donc plutôt que de faire des exercices de respiration, c'est-à-dire d'adapter un nombre de pas sur l'inspire, un nombre de pas sur l'expire, voire des rétentions poumon plein, poumon vide, déjà prendre conscience de d'où on part, de prendre conscience de combien de pas on fait sur l'inspire, combien de pas on fait sur l'expire. Voilà, de démarrer sur ce que j'aime bien accompagner les gens en leur disant on part de qui l'on est. On ne peut pas partir d'autre part d'où on est. Et voilà, c'est ce point de départ qui me fascine, de dire voilà, moi je sais faire que 2 pas à l'inspire, 2 pas à l'expire. Déjà on peut regarder à plat, en montée, etc., comment ça peut varier. Et progressivement,
On peut rajouter par exemple une pause à la fin de l'expire ou une pause à la fin de l'inspire. Voilà, on y va progressivement. En fait, on va en chemin vers la marche afghane. Et je préférerais qu'on l'utilise en libérant, encore une fois, je vais être redondant, mais c'est un petit peu l'essence de l'approche, c'est d'abord de libérer le souffle avant de marcher, avant de faire un exercice de marche afghane qui est intéressante, mais moi je démarre encore un cran en dessous, déjà de la personne où elle est, et la rendre consciente de ses pas, les pas qu'elle fait, de sa respiration, et de lui rajouter un petit exercice progressivement, une petite chose, une petite contrainte entre guillemets, tout doux, en douceur, et puis on élargit. Effectivement, il y a plein de bonnes vertus à la marche afghane, comme à la méditation, comme à la cohérence cardiaque, mais voilà, à adapter à chacun. Et si on a le souffle avant de l'utiliser, c'est juste merveilleux. Et du coup, sur ce chemin, c'est un chemin qui passe par le corps, mais qui peut aussi nous amener à quelques prises de conscience sur le côté émotionnel ou d'autres aspects de notre vie. Est-ce que tu peux aussi nous parler de ce chemin intérieur-là et de comment tu as cheminé aussi par ce biais-là? Eh bien oui, alors moi j'avais une posture déjà antiphysiologique, j'avais les épaules très 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 à l'intérieur, très introverti, en protection on pourrait dire, pas confiance en moi. Voilà, donc du mal à émettre déjà juste un son A, c'était compliqué pour moi. Voilà, donc c'est comme point de départ quelque chose qui m'attire et quelque chose qui à la fois m'a redressé avec le temps. Je dirais, on a autant notre posture et parle de notre histoire. Donc lâcher une partie de notre posture, une partie de notre histoire, c'est un deuil, c'est quelque chose, c'est un lâcher, c'est une mort. Donc il faut le lâcher tranquillement, ça fait partie de nous. Donc effectivement, de lâcher une simple détente, on ne soupçonne pas une simple détente, c'est assez fascinant juste d'accepter la détente. L'approche, c'est vraiment d'accepter la détente, et de cette détente jaillit le souffle et effectivement les émotions qui sont liées à notre histoire. Lâcher une partie de notre histoire, c'est lâcher une partie de notre être. Et voilà, si on veut prendre autre chose, le véritable lâcher-prise, il se situe là. Lâcher, mourir à une partie de nous, en douceur, en conscience, et pour s'ouvrir à autre chose. Et ce souffle libre permet de soutenir cette traversée émotionnelle. Et effectivement, l'émotion est vitale, on l'accueille, on lui rend service, mais vraiment j'invite la personne à en faire quelque chose de l'émotion. La vivre, oui, la reconnaître, mais pas se laisser complètement ensevelir. Juste la toucher, la goûter et essayer justement par le son ou par la respiration ou par la prise de conscience corporelle de lui donner une autre couleur. Et ça, je trouvais que pour avoir fait plusieurs stages, avoir fait beaucoup de stages depuis l'âge de 20 ans, donc ça fait 26 ans de stages de sophrologie ou des stages pour dégager l'émotion, etc. Quand il fallait crier fort, taper dans les coussins, ça m'a jamais tellement parlé. Voilà, j'ai l'impression de faire un effort. Alors ça peut correspondre à des personnes. Moi, voilà, j'ai la voix de la douceur. Les émotions, c'est quelque chose de sensible. Je me suis senti très longtemps un cœur de pierre qui s'ouvre modestement, je n'ai pas peur de le dire, et ce travail permet d'ouvrir l'être en douceur, pleinement l'être à qui l'on est, ni se laisser embarquer dans les émotions. Ça peut arriver, en séance, il est arrivé une personne un jour qui n'arrivait plus à marcher, qui a réappris à marcher. Voilà, donc ça peut aller très fort au niveau émotionnel. En même temps, je ne les cherche pas, je les accueille. Mais aucunement je me dis tiens, il va se passer ceci, il va se passer cela. Non, j'accueille l'émotion puisqu'elle fait partie du flot de la vie, mais j'invite vraiment la personne à la traverser en conscience et d'essayer de pouvoir lui faire goûter une autre coloration pour la transformer, transformation. On revient nous faire venir au lâcher-prise de l'instant et puis de notre souffle qui est à chaque respiration, à lâcher prise, tu disais.
Oui, effectivement, on peut concevoir la respiration comme l'expiration. D'abord, partir plutôt, on parle beaucoup d'inspiration, on veut toujours plus. On veut inspirer, et puis la bloquer. Non, partons de l'expiration. Relâcher, on relâche, on meurt à une partie de nous, on meurt à chaque respiration. On pourrait voir ça comme ça, effectivement. L'expiration comme une mort et l'inspiration une renaissance. Donc chaque souffle est une mort et une renaissance. Je trouve ça assez magique. C'est le cycle de la vie en permanence, en perpétuel. Et donc, pour lier tout ça avec tes autres activités que tu effectues, tu es aussi cuisinier, tu fais plein d'autres choses. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ces autres dimensions que tu as en dehors du souffle ? Eh bien, une fois que le souffle est libre, il est fait pour être créatif, il est fait pour être au service de l'être, et du coup, ça fait plusieurs années que je cuisine. J'ai une cuisine saine et savoureuse, c'est une approche sensorielle. Je dirais qu'une fois que la respiration est là, la nourriture nourrit l'être de ses couleurs, de ses saveurs. C'est un régal, les gens adorent ma cuisine, donc j'ai du mal aussi à la lâcher. Il y a le besoin vital du souffle, mais le besoin viscéral de la cuisine, l'appel du ventre, il y a beaucoup de choses aussi émotionnelles liées à notre enfance, à plein de choses. C'est assez fascinant. L'approche sensorielle, moi je sais que mon premier métier, c'est il y a un peu longtemps, mais c'était l'approche sensorielle du vin, par l'œnologie, donc essayer de faire parler les gens sur les sens, et les sens leur rappellent une partie de leur histoire. Et c'est fascinant, c'est pas de trouver le bon mot, c'est trouver la perception, à quoi ça évoque, quel souvenir de notre enfance. Et c'est fascinant de remonter des souvenirs d'odeurs de grange, d'odeurs de foin, d'odeurs de poussière. Donc c'est vraiment ça. Donc la cuisine, je la fais aussi sous forme d'atelier. C'est un partage, c'est un moment de richesse extraordinaire. Et voilà. Et donc ça fait pour une école de shiatsu de Dijon que je cuisine depuis 16 ans, 16 étés. Pendant mes pauses, je leur fais des séances pneumacor de plus en plus. Et voilà, donc la cuisine m'anime énormément. Après, j'ai été aussi à un moment donné dans le mouvement et la danse biodynamique. Je dirais qu'une fois que l'être il est libre et que la respiration elle est là, quoi de plus fantastique de l'exprimer par le corps en mouvement. C'est une grâce extraordinaire. Moi, ça a été une libération de pouvoir exprimer des choses par le corps. Les mots, je les sens des fois étriqués, ou les mots, ils peuvent dire le tout et son contraire, alors que le corps, il ment pas. Le corps, il est le résultat d'un mouvement en lien, quand on fait un avec sa respiration, la musique et son corps, c'est un acte d'amour, j'ai envie de dire, Benjamin. Et tu parlais tout à l'heure de la respiration et de l'alimentation. Il y a aussi toute une facette oubliée qui est de penser aussi à respirer lorsqu'on mange. C'est quelque chose, on mange très souvent en apnée, et c'est une dimension qu'on oublie aussi, d'incorporer le souffle au cœur même de l'acte alimentaire. Oui, cette présence, ça se souffle, je dirais, pour chacune de nos actions. C'est notre retour à soi. Donc là, devant ce micro, j'essaye de revenir à mon souffle le mieux que je peux, avec des fois un petit peu le pic de stress qui vient, et puis hop, je me repose. Voilà, c'est ce côté fluctuant de la vie. Et effectivement, il aide vraiment à poser, à être plus en conscience, du coup à moins manger, à écouter son corps. En fait, c'est vraiment ce souffle originel, nourrissant. Et il va nous nourrir déjà avant l'alimentation, et à travers la cuisine déjà, rien que les odeurs vont nous nourrir. On se rend pas compte de tout ce qui peut nous nourrir, et c'est pour ça que la respiration est un baromètre, mais tous les sens, écouter, la cloche un peu plus loin, revenir à nous. En fait, c'est un va-et-vient perpétuel entre notre intériorité et le monde extérieur, la voix, ce qu'on entend, ce qu'on perçoit, ce qu'on peut toucher. C'est pour ça que c'est important de s'automasser,
Oui, effectivement, le souffle est essentiel et la présence le plus possible. Et puis après, il y a des jours où on oublie, des jours où on est moins bon. Soyons doux avec nous, avec nous-mêmes. Il y a des jours où on a plus de présence. Effectivement, il y a tout le monde parle de pleine conscience, mais c'est encore une fois, en fait, tout est là dans chacune des disciplines. Et en même temps, restons humbles, parlons plutôt de vers la pleine conscience. Parce que si on a 2 minutes de pleine conscience par jour, c'est déjà beaucoup. Quand j'entends des gens dire « j'ai fait ma demi-heure de pleine conscience », oui, bien. Et puis, voilà, c'est juste un humour. Mais effectivement, je sais que ça va au-delà de ça. Mais voilà. C'est toute une hygiène de vie, tout un art de vivre, finalement, de vivre en présence de chacun de ses sens et de les cultiver, et donc d'en être de plus en plus conscient et plus en gratitude avec ça. Est-ce que tu parlais tout à l'heure de la nature? Est-ce que justement la nature, c'est un de ces lieux-là où on peut être le plus en présence de tous nos sens, quels qu'ils soient? Alors idéalement, on peut être en présence de partout, mais elle reste un lieu de ressourcement extraordinaire et un lieu d'expérimentation hors norme. Pour moi, le grand sage, c'est celui qui est en centre-ville et qui arrive à être méditant, à avoir des militants, méditants et respectueux, bienveillants. Voilà, ça c'est l'idéal. Mais moi, j'ai encore besoin énormément de nature. Moi, j'ai grandi à 900 mètres d'altitude sur les hauteurs de Grenoble, entre Grenoble et Champs-Rousse, pour ceux qui peuvent connaître, et plutôt grandi dans les arbres, en plein air, au bon air. Et voilà, grand rêveur, besoin de cette connexion aux arbres. Alors maintenant, ils en font des disciplines, etc. C'est chouette, mais voilà, l'humain, l'enfant que j'étais, y allait spontanément, lui faire des câlins, aller dessus, et cette connexion est essentielle. Là. Moi, pendant cette phase de confinement, j'ai marché, j'ai désobéi tous les jours, j'ai marché des heures et des heures, parce que quel est le sens de tout ça? Quel est le sens? J'arrêtais pas de me dire, mais quel est le sens? Ça me créait des émotions. Je me promenais dans la nature, je dis, quel est le sens de tout ça? Et j'avais besoin d'y être en contact. Elle m'a vraiment supporté, parce que quel est le sens de tout ça si on est coupé de la nature? C'était un non-sens sans précédent, interdiction d'aller dans la nature, mais on nous coupe notre être profond. J'ai la chance d'habiter dans la Drôme où j'avais des portes d'accès à la nature, mais j'ai fait des heures et des heures de marche, et c'était ma survie en dépendait. Alors maintenant, il faut essayer de le réintégrer dans le quotidien et où qu'on soit, oui, mais elle est d'une sagesse, et tout ce qui vit, tout ce qui pétille autour de nous enseigne. Et voilà, de voir d'une petite graine ce qui naît d'une petite graine, c'est juste extraordinaire. Et à savoir que moi, ça m'émeut de savoir que chaque être humain a cette petite graine en lui, et il a juste à laisser émerger ce potentiel de cette petite graine, et la laisser grandir. Et on peut s'inspirer et se mettre qu'en quatre devant cette nature, et de la respecter. Et si tu avais un conseil à donner à des personnes qui aimeraient se mettre en transition sur ce chemin-là, vers plus de conscience, vers une meilleure écoute de soi, et voilà, un chemin vers soi et plus que soi, quels seraient tes premiers conseils? Parce que toi, c'est un chemin que tu as emprunté depuis plusieurs années. Effectivement, je dirais qu'on veut enfermer à des techniques et des protocoles, mais c'est important de donner des points de repère. Un chemin, c'est un pas après l'autre, mais le premier pas que je pourrais dire, c'est déjà d'essayer de ralentir. Ralentir permet d'avoir plus de présence et plus de conscience. Donc ralentir, est-ce qu'on a besoin de marcher toujours à 2000 à l'heure? Donc déjà, rien que ça, de prendre conscience de notre vitesse à la marche. Voilà, ça peut être un premier débat. Est-ce que je peux varier l'allure? Est-ce que je peux m'arrêter? Est-ce que je peux m'observer? Est-ce que je peux revenir à mon souffle, que ce soit debout, assis,
à la marche? Est-ce que je peux me faire un petit massage des mains? Très important, massage des mains relié beaucoup à la mâchoire. Est-ce que je peux détendre ma mâchoire, me relâcher dans la mâchoire? Quelques respirations, la bouche ouverte. Même, encore une fois, si c'est pas idéal, mais ça va permettre d'enlever le surplus de tension qui est accumulé dans la mâchoire. Voilà, plein de petits outils ça sert à rien d'en donner des millions, mais plein de petits retours à soi. Et puis après, chacun, en fonction de son surplus de tension, sera son point de départ et son focus pour cheminer. Mais déjà, ces petits conseils peuvent être utiles. Et puis après, je dirais en une séance, là j'ai revu des personnes que j'avais pas vues depuis 1 an. Et en 1 an, elles m'ont dit, on a pensé à toi régulièrement. Donc voilà, donc déjà en une séance d'1 heure, on a des outils. C'est pas pour faire de la publicité, hein, mais je pense qu'il y a des outils très concrets pour redonner la pleine possession des personnes, du corps aux personnes. Voilà, après, parce qu'à distance, à micro, on n'a aucun protocole, on a juste l'être que l'on a en face de nous et lui faire un pas supplémentaire en fonction de là où il se trouve. Donc comprenez que à travers un micro, ça reste philosophique, mais déjà tout ce que je vous ai dit, ça vient du cœur et déjà observez ça, voir comment comme point de départ. Ça me paraît intéressant. Donc on arrive vers la fin de ce podcast. Donc je vais te poser la question rituelle. Si tu avais un dernier message à transmettre à l'humanité, comme une bouteille à la mer, quel serait ce message ? Respirez, jouez, vivez, vibrez. Il n'y a plus de temps à perdre. Tout est là et vous êtes une perle en puissance. Vous êtes assis sur un tas de diamants à rayonner. Eh bien, merci beaucoup, Julien. Et pour ceux qui le souhaitent et qui souhaitent soutenir le podcast, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee pour m'aider dans ce projet de plantation de forêts fruitières. Donc, vous trouverez tous les liens en description sur mon site internet www.benjamin.lotin.fr. Et merci pour votre écoute et à bientôt. Allez, au revoir et merci Benjamin et plantez tout ce que vous voulez, c'est super. Merci.